depuis plusieurs années, et particulièrement depuis l'annonce de votre candidature, des accusations relatives à vos années de gestion, tant à la BEAC qu'à la BDAC, reviennent comme un leitmotiv. Selon vos adversaires, vous n'auriez rien fait, par exemple, pour aider votre pays d'origine, la RCA, à accéder au crédit de financement d'infrastructures, alors même que vous avez dirigé la BDAC pendant plusieurs années. On dit que vous avez plutôt ordonné des placements illégaux, d'une part dans le réseau bancaire du groupe Futso, et d'autre part chez Madoff, moyennant des commissions. De même, on affirme que vous avez, contre l'avis des services compétents de la BDAC, accordé un prêt de 1,5 milliard de francs CFA à M. Zamba, pourtant reconnu comme le principal cerveau dans l'affaire des malversations au sein de la représentation de la BEAC à Paris. Avez-vous des éléments de réponse par rapport à ces affirmations? Alors, que je vous explique. Quand j'ai été nommé à la tête de la BEAC en septembre 2001, cette institution venait de passer plus de 10 ans sans aucun financement. Et les services fonctionnaient au ralenti. Plus de la moitié du personnel avait été licencié et les services se contentaient de gérer les quelques remboursements que certains clients faisaient. Et ces remboursements permettaient de payer le personnel et de faire fonctionner le minimum de services à la banque. Mais en fait, ils ne faisaient rien de particulier. Et les chefs d'État s'étaient réunis dans le but de fermer cette institution. Et finalement, ils se sont dit, on va lui donner une dernière chance. Et j'ai été appelé un peu comme pompier. J'ai fait des réformes hardies. Alors, quand vous arrivez à la tête de ce type d'institution, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, j'ai noté qu'il y avait d'énormes arriérés dus par les États et les entreprises à qui la banque avait prêté. Donc, il fallait, en même temps que des réformes étaient faites dans l'organisation de la banque, dans les procédures et tout, il fallait faire du recouvrement. Nous bénéficions de la confiance des États et tous les États, à l'exception de la République centrafricaine, ont remboursé leurs arriérés. En même temps, certains des privés ont remboursé leurs arriérés. Alors, de jour en jour, nous nous retrouvions à la tête d'une masse d'argent, mais nous n'avions pas encore rempli toutes les conditions pour reprendre les financements. Donc, cet argent était placé. Et ce sont les fruits du placement qui permettaient de faire fonctionner la banque. Pour tout vous dire, avec les fruits des placements, j'ai doublé les effectifs du personnel, j'ai retapé entièrement l'immeuble de la banque et meublé de manière très moderne, j'ai équipé la banque en informatique, avec VSAT, téléphone un peu partout dans le monde par VSAT. Nous avons organisé une série de missions pour former le personnel et nous avons rempli petit à petit les conditions pour reprendre les activités avec l'argent des placements. Et dans ces placements, il y avait des placements en Afrique centrale, des placements en Europe, et parmi les placements en Europe, il y avait des placements en France, en Suisse et en Autriche. Nous faisions l'arbitrage de ces placements en fonction des notes qui nous remontaient des directions compétentes, qui parlaient à la fois du rendement des placements et des risques. Et c'est à partir de là que les décisions étaient prises. Une certaine somme avait été placée chez Banque Austria, qui est la plus grande banque de l'Autriche. Et vous savez que l'Autriche est une grande place financière. Banque Austria est la plus grande banque de l'Autriche. Et quand nous avons démarré nos placements, c'était une banque publique.
Maintenant, elle a été rachetée par Unicredito, qui est une très grande banque en Italie maintenant. Mais quand je suis arrivé, ces placements avaient déjà commencé, n'est-ce pas? Et j'ai vu que les rendements étaient très bons. Et quand vous lisez les documents de ce placement, c'était sécurisé. Et d'ailleurs, Banque Austria est une banque triple A. Donc c'est le meilleur taux qu'on donne à une banque qui se porte bien. Et nous avions confiance parce que, petits comme nous étions, je suis arrivé, il y avait 36 personnes, dont peut-être 4 à la direction financière. Nous ne pouvions pas nous organiser, nous n'avions pas les capacités d'avoir tous les éléments pour apprécier des placements. Donc nous confions l'argent à des banques de premier rang qui pouvaient, elles, prendre soin de notre argent. C'est comme ça que les fonds Primeo, qui sont les produits gérés par Banque Austria dans lesquels nous avons mis cet argent, généraient des taux intéressants, je crois, depuis 1999. Des taux qui oscillaient entre 7,5% et 11%. Donc ça nous rapportait beaucoup d'argent et nous avons fait beaucoup de choses avec. À notre grande surprise, alors qu'en novembre, parce que tous les 3 mois, on nous envoie l'état de nos placements. Et en novembre 2008, nous avons reçu le dernier état de nos placements avec la valeur des 11 milliards qui étaient dans ce produit. Je parle de fin novembre 2008. Et le 15 décembre 2008, on nous écrit pour nous dire « Ah, finalement, vos placements là, on ne connaît plus la valeur parce qu'ils ont été réinvestis dans un fonds de Bernard Madoff. » Bernard Madoff, personne d'entre nous ne le connaissait. Personne d'entre nous ne connaissait ni Bernard Madoff, ni son existence, ni le fait qu'il ait des fonds. Nous connaissions Banque Austria avec un fonds qui s'appelle les fonds Primeo, qui était géré par Banque Austria. Et nous avons investi dans ces fonds. Et donc nous avons bien entendu entamé des procédures pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je dois avouer que j'ai eu le soutien, la banque a eu le soutien de tous les administrateurs et de tous les actionnaires. Je vous rappelle que les actionnaires, c'est les ministres des Finances et le Trésor français et la Banque africaine de développement. Nous avons eu le soutien de tout ce monde. On s'est mis en bloc pour essayer d'obliger l'autruche à prendre ses responsabilités. Donc, des lettres ont été adressées au ministre des Finances de l'autruche, etc., etc. Mais il faut savoir que Bernard Madoff, c'est 50 milliards de dollars qui ont été spoliés à des investisseurs. C'est 25 000 milliards de francs CFA qui ont été spoliés à des investisseurs. C'est les plus grandes banques du monde qui détiennent une salle de marché avec les meilleurs agents formés, qui détiennent des groupes de juristes de renom, qui se sont fait avoir par la fraude Madoff. Personne n'a vu venir. Et vous pensez qu'une petite B2AC qui a juste viré de l'argent en Autriche pour être gérée par une grande banque devait être plus vigilante que ces grandes banques-là? Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes ici en France, est-ce que vous entendez qu'il y a des scandales dans telle banque, BNP, Natixis, toutes ces banques, parce qu'elles ont perdu 300, 400, 500 millions de dollars dans les investissements de Primeo? Donc, vous voyez, il faut raison garder. Il y a beaucoup de légendes qui est faite autour de cette question. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui ont été écrites, notamment par des agents de la banque que j'avais licenciés. Ils ont écrit beaucoup de choses qui ont été reprises dans des journaux à sensation et qui sont repris aujourd'hui par ceux qui se veulent mettre des tracteurs. Mais la BDEAC a porté plainte contre Banque Austria. Et comme certains des clients de Banque Austria qui ont déjà gagné des procès par rapport au fonds Primeo, la BDEAC finira par gagner son procès. Non seulement les 11 milliards lui seront remboursés, mais avec des forts dommages et intérêts. Donc moi, je suis confiant. Quand je partais de la banque,
j'étais confiant que tôt ou tard, cet argent reviendra. Et je pense que les autorités actuelles de la B2AC sont dans la même lignée. Tôt ou tard, ce procès sera gagné par la banque et l'argent reviendra. Donc, tout ce qui est brodé autour, on dit que Dolo-Guelleh a volé 11 milliards à la B2AC. Bon Dieu, qu'est-ce que je serais content d'avoir 11 milliards. Notamment pour la campagne, mais je me dirais, bon, ben ça y est, là, on n'a plus de problème pour le financement de la campagne. Mais vous pensez sérieusement que quelqu'un peut aller prendre 11 milliards dans une institution et puis l'institution lui dit ciao, lui paye tous ses droits et lui dit, bon, vas-y, c'est bien, non seulement pars avec tes droits, mais pars aussi avec les 11 milliards. Soyons sérieux. Donc, quand je pense qu'il y a un problème de culture, non seulement les gens ne veulent pas lire, il suffit d'aller sur Google pour lire des choses sur Bernard Madoff. Vous de raconter tout ce qui est raconté et que j'entends. Même chose pour les banques du groupe Fotso. Nous avons eu quelques placements dans des banques du groupe Fotso, comme dans d'autres groupes. Toujours dans la procédure que je vous ai expliquée, c'est-à-dire arbitrage entre le taux qui était offert et le risque qu'on prenait. Certaines banques, pourquoi on ne cite pas toutes les autres banques? Pourquoi on ne cite que ces banques-là? Est-ce que ces placements ont mal tourné? Tous ces placements ont été remboursés. C'est l'essentiel. Donc voilà ce que je peux dire concernant ces placements de ma dernière vie professionnelle de banquier. Alors, quand je quittais la B2AC, quel type de banque j'ai laissé? Le personnel, les effectifs ont été multipliés par 2. Le portefeuille, donc les crédits qui ont été accordés, ont été multipliés par 3. Le capital social a été multiplié par 5. Quand je suis arrivé, le capital était aux environs de 57 milliards. Quand je suis parti, c'était à 250 milliards. Le personnel a été formé et j'ai même pu dégoter auprès des institutions un budget de 17 millions de dollars pour moderniser la banque. Et cette banque a gagné en visibilité, donc reconnue au niveau de l'Afrique comme étant l'institution de l'Afrique centrale qui s'occupe des financements. Je suis sûr qu'il y a 10 ans, personne ne connaissait, pas grand monde ne connaissait la B2AC. Aujourd'hui, tout le monde parle de la B2AC. Je pense que nous avons quand même, même s'il y a eu cette malheureuse affaire de placement Banque Austria, nous avons fait un travail appréciable. Maintenant, s'agissant de la République centrafricaine, je suis le premier chagriné par le fait que jusqu'aujourd'hui, c'est pas seulement jusqu'à mon départ, jusqu'aujourd'hui, la République centrafricaine n'a pas pu bénéficier de concours de la B2AC. Pendant mon séjour à la banque devenait crédible et devenait le véhicule par lequel des pays et des institutions passaient pour mettre de l'argent à la disposition de l'Afrique centrale. C'est comme ça que la France, notamment, à travers un fonds qui s'appelle l'ABG, met des fonds d'investissement à la disposition de la commission de la CEMAC, mais logés à la B2AC. Et c'est une partie de ces fonds qui a été utilisée notamment pour le financement partiel des travaux de l'aéroport de Bangui. Ça donne l'impression que c'est la B2AC qui a financé l'aéroport. Non, la B2AC n'a toujours pas financé la République centrafricaine jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2001, les chefs d'État de la CEMAC, pour éviter les dérives du passé, ont pris une résolution que tout pays qui est en arriéré vis-à-vis de la B2AC ne peut pas bénéficier des concours de la B2AC. C'est pour ça que tous les autres se sont dépêchés de rembourser leurs arriérés vis-à-vis de la B2AC. La RCA avait des difficultés objectives. Nous avons fait plusieurs accords avec le gouvernement pour étaler ce remboursement dans le temps et rendre le montant
comment dire, digérables, digestes. Malheureusement, ces accords n'ont jamais été respectés. Parce que s'ils étaient respectés, ça nous donnait la possibilité de financer des projets centrafricains. Ça n'a pas été respecté. Le montant étant de 6 milliards, je me suis battu, quand il y avait l'initiative PPTE à l'atteinte du point d'achèvement, je me suis battu pour amener ce montant de 6 milliards à 2,5 milliards pour permettre à l'État de faire un effort. Ça n'a pas été possible. Et donc, de ce que j'apprends, nous sommes encore repartis sur la signature de moratoire et d'une convention qui permet à la RCA de payer sur plusieurs années. Si ce nouveau contrat est respecté, ça permettra à la B2AC de prêter à l'État centrafricain. Donc, il ne faut pas interpréter les choses comme si Anissé Dolo-Guélé refusait de prêter de l'argent à son pays et ne prêtait qu'aux autres pays. Après tout, j'ai eu à avoir des responsabilités dans ce pays. J'étais ministre des Finances, je connais les difficultés de l'État, je connais nos besoins en infrastructure. Vous pensez que volontairement, comme ça, je vais refuser de prêter de l'argent à mon propre pays? Les difficultés sont là, elles n'ont pas changé. Tant que cet argent est dû et qu'une solution définitive n'aura pas été trouvée, ou bien tant que les chefs d'État ne seront pas revenus sur leurs règles, eh bien, ça sera toujours le cas. Il faudrait que la RCA rembourse ses arriérés avant de bénéficier de nouveaux concours. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur le secteur privé. Nous avons financé un certain nombre de crédits. Nous aurons pu en financer beaucoup d'autres si les clients suivaient un peu les... Parce que nous avons des règles qu'il faut respecter. Et certaines de ces règles n'ont pas été respectées et n'ont pas permis que les crédits soient accordés. Mais vous vous souviendrez de Télécel, vous vous souviendrez de Neotech, et vous vous souviendrez il y a eu des crédits de moindre importance qui ont été faits à des opérateurs privés. Je souhaite, parce que le développement passe beaucoup par le privé, je souhaite qu'il y ait le maximum d'opérateurs privés qui présentent des dossiers à la B2AC pour être financés. Ça permettra de bénéficier des concours de cette institution dont les coûts de crédit sont quand même plus bas que les banques commerciales. Alors vous me demandez pourquoi j'ai prêté de l'argent à un certain monsieur qui serait le principal responsable du détournement d'une très grosse somme à la BEAC. D'abord, la banque, parce que ce n'est pas Dolo-Guélé, la banque n'a pas prêté de l'argent à un monsieur. La banque a prêté de l'argent à une entreprise gabonaise. Quand la banque prêtait cet argent, elle n'était pas au courant de ce détournement de la BEAC. Ce n'est pas tout le temps que j'ai passé à la banque. Je ne regardais pas le montage des dossiers. Il y a des services qui s'occupent du montage des dossiers. Il y a les services de portefeuille, services des risques, services financiers, services juridiques et même l'audit interne. Donc c'est un ensemble de services qui montent ensemble les dossiers de prêt. Chacun a son rôle. Après, ça finit par une série de réunions techniques pour valider le projet. Et ça en fait que le président doit avoir un œil sur le dossier qui a été monté pour juger s'il peut être présenté au conseil d'administration ou pas. Parce que c'est le conseil d'administration seul qui décide des prêts aux entreprises et quelquefois aux individus quand des individus demandent un concours à la B2AC. Dans ce dossier, ce monsieur était actionnaire d'une entreprise comme d'autres personnes. Sur les actionnaires, il y en avait 2 à la BEAC. Au conseil d'administration, il y avait le représentant du gouverneur de la BEAC et il y avait un censeur de la BEAC qui était à la fois membre du comité d'audit de la BEAC. Donc, c'est des personnes qui connaissaient bien leurs agents. Au moment où cette décision était prise,
personne ne connaissait rien de ce détournement à la BEAC. Et donc, eux ont estimé que c'était possible d'accepter qu'un crédit soit fait à une entreprise dans laquelle leurs agents étaient actionnaires. Qu'est-ce que nous autres, à la BEAC, on pouvait faire d'autre? Le dossier était un bon dossier. Les exigences qui avaient été demandées ont été fournies. Le conseil d'administration, sur la base de tout ça, a pris la décision d'accorder le dossier, mais le crédit. La banque a accordé le crédit. Maintenant, après qu'on découvre que ça a été un voyou, après c'est Dolo Guélé qui a fait le crédit à M. Nzamba, enfin, contre le gré de ses agents en plus, ça se saurait. Donc, là, les dossiers de la BEAC sont là, ils sont consultables. D'ailleurs, il y a eu un audit de la BEAC sur ce dossier. Ils sont consultables et il faut ceux qui s'intéressent à ça, donc à se les faire communiquer pour qu'il n'y ait pas de... Alors, on dit, voilà, les placements, c'est contre commission, telle chose. On ne voit que le mal partout. Si je voulais que ce soit, excusez-moi le terme, un bordel, je n'allais pas prendre le temps et je ne me serais pas donné autant d'énergie pour avoir des textes bien réglementés, avoir de tels services de contrôle, avoir un traitement strict des dossiers. J'aurais laissé ça dans l'état dans lequel j'ai trouvé, et puis ça permettait, comme vous dites, de prendre des commissions surtout. Donc ça encore, c'est un fantasme qui malheureusement est assez éloigné de la réalité.